si un enfant de 5 ans me parle, je lui accorde un certain crédit Ouais, moi aussi. pas autant qu'une personne adulte, mais si tu Hmm. veux, pour moi, c'est un être qui a vraiment toute sa place, quoi. Ouais, Il je n'est pas comprends, je suis pareil que inférieur toi. Ouais. parce qu'il a 5 ans et qu'il pose une question qui semblerait stupide. Non, non, c'est pas du tout stupide, mais il le pose à son niveau à lui. Donc c'est pour ça que moi, je t'ai toujours considéré, et je me souviens même des premiers temps où je t'ai vu, que tu étais tout bébé, et déjà, je te considérais comme une entité qui avait une certaine importance, si tu veux. Tu vois, C'était pas. Disons, ce que tu veux dire, c'est que ça s'oppose à l'idée qu'un enfant serait juste une statue d'argile que tu vas façonner en tant que toi, je suis le père, je veux ça pour mon fils. C'était ça, Ah ça non, s'oppose à non, cette idée-là en fait. ah non, ça s'oppose, Ça oui, tout s'oppose à à cette fait. idée-là. Moi, je crois que tu avais le potentiel pour te révéler et surtout, il fallait pas que je te façonne. Au contraire, si tu me poses des questions, j'y réponds et je vais essayer de répondre par rapport à moi. Mais je vais surtout pas essayer de te changer par rapport à ce que tu vois de tête, sauf si c'est dangereux. Devdas, bonjour, vous êtes un utilisateur assidu de l'éphéméride depuis le départ. Est-ce que Devdas, tu pourrais expliquer comment tu as connu l'éphéméride d'Hermès? Ah, je te remercie de cette question. Bonjour à tout le monde. Comment je l'ai connu? Ben, par toi, parce que je te connais assez bien, donc c'est pour ça que je me suis permis de suivre un peu ta progression et ta création, quoi, en fin de compte. Hein. Hmm. Tu es un peu à l'origine, au moins De la création de la création. Ouais, c'est ça. Donc Devdas, vous l'avez compris, c'est mon père. Voilà. Donc, moi, les chiens ne faisant pas des chats, ayant créé l'éphéméride d'Hermès, c'est parce que j'estime avoir été stimulé depuis tout petit par plein d'histoires, par baigner dans la spiritualité, dans le développement personnel. Et j'aimerais savoir pour toi, quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que tu t'es intéressé particulièrement à ces sujets-là dans ta vie? Ça a commencé dans l'enfance, très très tôt. Bien sûr, ça s'est concrétisé dans une période où j'étais euh, dans une recherche professionnelle, disons. Hein. Il fallait que je choisisse des professions et j'étais dans une situation assez délicate avec ta mère, ta maman, si je puis dire, qui elle avait trouvé un poste mais qui m'exilait en fin de compte. Et moi j'étais dans un poste qui était à un autre lieu. Et il fallait choisir à ce moment-là. Il y a eu un choix un peu critique. C'est-à-dire, ou je partais avec ta mère à l'époque et tu n'étais pas là, bien sûr, ou je restais seul dans mon coin à travailler. Il fallait que je choisisse. Il y en a des deux qui devaient choisir. Donc j'ai choisi d'aller avec ta mère parce que c'était notre union et je ne pouvais pas faire autrement. Et elle ne pouvait pas me suivre non plus, rester là où elle était. Donc il y a eu un choix de faire. Donc j'étais avec elle et je m'étais trouvé dans une phase critique où il fallait que je trouve une situation. En tant qu'architecte intérieur, j'avais les capacités, j'avais tout ce qu'il fallait là où j'étais, mais là où je me trouvais dans une petite ville de province, je n'avais plus du tout de capacité de fonctionnement, c'était provisoire. Ouais. Alors, provisoire, comme je suis toujours curieux de toutes choses, je me suis dit en attendant, je vais enseigner le yoga puisque j'en faisais un petit peu. C'était quand ça du coup? Ça, c'était dans les années 70, au début des années 70. Non, au milieu des années 70. Et donc là, tu as une fraîche vingtaine à ce moment-là. Oui, c'est ça. Donc, comme je faisais un petit peu de yoga, mais j'étais vraiment au début du début. Mais il faut savoir que mon père m'avait transmis quand même des ouvrages concernant le yoga. Enfin, c'était pas le yoga à l'époque, on parlait pas de yoga, on parlait de la spiritualité indienne. Ok. Hein, il y avait Ramanuja, il y avait plein de choses comme ça. Et donc, c'est des textes des années 50, des années 60, il y avait Manduku, Upanishad, il y avait des choses comme ça. C'était des textes assez mystérieux auxquels je ne comprenais rien d'ailleurs, qui me fascinaient et qui m'intéressaient beaucoup parce que c'était assez mystique à l'époque. Et personne ne connaissait ça, il faut bien comprendre. Hein. Tes grands-pères étaient assez mystiques en plus. Ton grand-père, mais qui était mon père en fin de compte. Oui, ça j'ai suivi. D'accord, hein, je crois qu'on est bien d'accord. Ouais. On peut s'y perdre un petit peu. Alors, ce qui m'a été enseigné, c'est qu'en fin de compte, on découvre le professeur en regardant ses élèves. Hein. C'est comme ce que disait Fleur l'autre jour. Elle a dit, votre bibliothèque, c'est un peu vous, quoi. Oui. Alors moi, en fin de compte, si tu pouvais voir mes élèves, tu verrais qui je suis. En fin de compte, j'ai tous les élèves. J'avais des élèves qui étaient très très jeunes. Pas très jeunes, je dirais jusqu'à 12 ans, des choses comme ça, jusqu'à 80 ans. Et des deux sexes, plus de femmes que d'hommes quand même en général, et de toutes les conditions sociales,
et dans toutes les situations. À la fois des personnes qui avaient de gros problèmes, d'autres qui en avaient un peu moins, et d'autres qui n'avaient aucun problème particulier. Des gens qui avaient des situations sociales extrêmement brillantes, d'autres beaucoup moins, et d'autres qui étaient au chômage. Et d'autres, voilà, il y avait de tout. Il y avait absolument de tout. Et mon professeur disait toujours, c'est en fonction de vos élèves. Si vous avez que des femmes avec une coupe de cheveux blonde ou platinée uniquement d'un côté avec une mèche comme ça, elles sont toutes pareilles, vous pouvez vous poser des questions sur votre propre enseignement. Mais si vous avez les catégories sociales et tous les âges. En principe, c'est bon signe. C'est bon signe, ça veut dire que vous avez une personnalité équilibrée, vous êtes le reflet de cette personnalité. Super. Et c'est ça qui ça a été une référence pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis dit, oui, je dois être quelqu'un de normal. Bravo pour cette. On attire les gens normaux si on est normal, quoi. Donc je disais, ça doit être ça. Donc j'étais rassuré à ce niveau-là. Et ça m'a bien aidé cette comparaison, quoi. Alors, quand tu étais en train d'enseigner, tu étais en même temps, ou je pense toujours en train toi-même de t'éduquer sur la question, et tu faisais parfois des allers-retours en Inde. La question c'était, as-tu une anecdote particulière, une anecdote marquante qui t'est arrivée lors de tes enseignements que tu aurais reçus en Inde ? Oui, il y a beaucoup d'anecdotes. C'est infini parce qu'en fin de compte, on peut dire que l'enseignement d'un maître indien, enfin quand on a eu la chance d'en avoir un, mais je pense qu'il y en a en Occident, il y en a partout des maîtres. Hein. Nous sommes tous les maîtres de quelqu'un, donc c'est pas quelque chose. Mais j'ai vraiment eu la chance avant Internet, bien sûr, de pouvoir avoir des contacts avec des personnalités qui vivaient d'une manière traditionnelle, quoi. C'est plutôt ça, c'est ce qui se perd actuellement. C'est-à-dire on perd ces racines traditionnelles qui font le charme, en fin de compte, de toute une époque que nous perdons un petit peu. Avec Internet, on découvre plein de choses, mais bien sûr, on est coupé de la relation avec des personnalités qui pouvaient être intéressantes. Cette personne qui était mon maître est morte. Cette personne, il y a déjà un moment. Alors, je me souviens à Madras, qu'on appelle Chennai à l'époque, où j'avais rencontré donc ce maître. Je ne vais peut-être pas citer son nom, parce qu'on pourrait le retrouver, et puis c'est peut-être pas ça le plus important. Mais. Peu importe, c'est pour lui, si tu penses que ça lui fait plaisir ou non, j'en sais rien. Bon, c'était Desi Kachar à l'époque, quand il était vivant. Oui. Et donc, j'avais une pension dans un quartier chrétien et je sais que je devais le retrouver vers les 14h, quelque chose comme ça, avec le groupe. On était 3 ou 4, 6 en tout, quelque chose comme ça. Et le groupe était composé d'occidentaux qui venaient se former au yoga, qui étaient professeurs de yoga ? Oui, c'est ça, oui, ou qui avaient des liens avec le yoga, ou qui allaient régulièrement. Donc, et donc, j'ai dû me perdre. Je crois, on avait des vélos à l'époque parce que il fallait circuler et il n'y avait pas de trottinette électrique, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ça, donc on se débrouillait comme on pouvait. Et à un moment donné, je suivais les 2-3 personnes qui étaient devant moi et je ne me souvenais plus exactement de l'endroit où c'était. Et puis je les ai perdus de vue derrière le marché de Madras, qui était très important, où il y avait beaucoup de circulation, etc. Et je n'ai pas pu trouver facilement le lieu où on était au Mandiram, enfin. Donc là, tu commences à être en retard et tu es stressé un petit peu, tu dois être un peu stressé, non, à ce moment-là, tu vas dire merde, ça la fout mal, comme tu dis pour reprendre l'expression. Oui, c'était toujours gênant parce qu'en plus, je ne savais même pas où j'étais. Madras, vous savez, Chennai, c'est extrêmement grand. Hein. Ouais. Donc, j'étais vraiment perdu de chez perdu. En plus, je ne savais plus du tout même l'adresse de la pension. Je n'avais plus rien. Tu n'avais même pas le téléphone pour te guider à l'époque ? Je n'avais pas le téléphone, j'avais rien du tout. J'étais en vélo, j'avais pratiquement rien sur moi. Donc, j'étais en tenue blanche, quoi. Et donc, j'ai été obligé. Et j'ai fini par trouver. Et bien sûr, j'étais tout en âge. Je suis arrivé un petit peu en retard. Et bien sûr, je me fais remarquer parce que le maître est toujours, enfin, tout du moins le professeur est assez gentil, hein, il est très aimable, mais ils sont tellement sensibles, les hindous, les indiens, que la moindre chose prend un relief extraordinaire. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est que peut-être le climat, l'atmosphère, le lien, la psychologie... ou peut-être cette catégorie de personnes, parce que pour avoir été à Chennai aussi, tu as aussi tu vois, quand tu bouges dans les villes, tu as aussi des gens où peut-être que ça leur passe par là. Enfin, Bref, il y avait une ambiance, quoi.
Oui, il y avait une certaine ambiance, hein, bien sûr. Il y avait à l'époque, les vaches sacrées étaient toujours là, bien sûr, hein. Il y avait tout ça. Il y avait la saleté aussi, la poussière, etc. Mais moi, j'étais assez à l'aise par rapport à ça. C'est simplement le fait que j'étais en retard au niveau de mes cours, quoi, qui allaient commencer concernant le yoga. Et donc, avec lui, chaque situation était exploitée à des fins personnelles, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'arrivais en retard, donc c'était l'occasion pour moi d'avoir une leçon particulière avec les autres. Donc, il dit, ben, Gilles, tu dois avoir soif. Et donc, il me tend, vous savez, les jarres en cuivre qu'il y a en Inde, c'est une petite jarre dans laquelle il y a de l'eau. Ouais, Alors, ouais. l'idée, c'est que quand on boit dans une jarre indienne comme ça, bien sûr, on ne va pas y mettre les lèvres, parce que c'est pas propre. Parce que tu l'as fait passer après aux gens et il n'y a pas cette notion de verre à Voilà. l'époque. Je prends cette jarre et puis bon, j'ai bien compris que je me suis redressé, puis j'ai fait couler l'eau dans ma bouche, bien sûr, et puis j'ai bu comme ça, sans trembler, sans hésiter, sans avoir la moindre marque d'émotion qui m'aurait perturbé et qui aurait fait que je serais retrouvé. Ok, t'as su garder le flux, quoi. Oui, oui. Et alors, il a été assez impressionné. Il m'a dit bravo, Gilles. Qu'est-ce que vous buvez c'est bien. Et c'est là où j'ai vraiment compris qu'il s'agissait vraiment. Après, c'est vraiment là où j'ai compris, parce que sur le coup, tu remarques pas, tu comprends pas tout ça. Et c'est après, je me suis dit, c'était une situation assez particulière. Je trouve qu'il y avait une énorme différence entre la psychologie occidentale, à l'époque en tout cas, et la psychologie orientale. Voilà. Et c'est après, il y a eu beaucoup d'autres exemples, et ça s'est petit à petit un petit peu effacé, je pense. Maintenant, on a moins ça, parce qu'il y a McDo aussi. Ouais, voilà, ouais. Les habits sont les mêmes. Mais voilà, attends, quand même, moi, pour y avoir été, j'étais à Cheddar il y a 3 ans. Il y avait toujours les vaches qui bloquaient au milieu de la rue et les gens qui disaient bon bah écoutez, on peut pas arriver avant 3h, il y a des vaches, mais tu sais on va pas trop les bouger non plus, on dit s'il vous plaît vous pouvez bouger, donc ça il y a toujours. Et il y a aussi, moi ce qui m'avait marqué, c'était à quel point les gens formaient une unité. Je me rappelle de gens qui souriaient et moi j'avais une discussion avec des amis que je m'étais fait là-bas indiens et je leur disais mais c'est marrant, les gens sourient beaucoup ici. Bah Paris ils sourient pas, je dis bien non. How can you be happy like that? Oui, parce qu'en fin de compte, en Inde, tu as toutes les castes, tu as toutes les traditions, tout se mélange. Tout se mélange. Donc, c'est un cocktail assez complexe. Tu as les Vishnouites, les Shivaïtes, tu as les musulmans, alors, ça se mélange plus ou moins bien sûr, mais tu as les chrétiens, tu peux penser en ceci, tu peux penser cela, tu peux avoir tel type de religion, tu peux croire en tel Dieu, tu peux croire. Voilà, tu peux avoir tel type de pensée, tu peux prier autant. Dans le Kerala, il y avait beaucoup de communistes, il y avait beaucoup de gens qui pensaient, qui divinisaient le communisme. Hein. Ah ouais. Puis, le Kerala, c'est oui, donc dans le sud de l'Inde, c'est ça pour ceux qui nous écoutent? Oui, c'est dans le sud-ouest. Bon, le peu que j'ai vu, qui divinisaient le communisme comme des dieux. Ah bon? Ah c'est incroyable, Bon. c'est-à-dire que leur croyance, ils la foutent sur d'autres choses aussi. Quand il y a un nouveau courant qui leur plaît, ils peuvent diviniser le courant. Oui, c'est-à-dire que ça existait d'ailleurs dans les partis communistes, il y avait ça aussi, il y avait une pièce, enfin tout du moins un endroit comme un hôtel où on divinisait Lénine, etc. Hein, donc c'est pas nouveau. Mais en Inde, ça existait à travers le chef du parti de la région du Kerala, etc., qui était honoré avec des fleurs, avec le drapeau rouge, etc. Oui, il y avait ça aussi, oui. Donc Ok. tout est divinisé en Inde, quoi. J'ai une question qui me revient souvent de la part des utilisateurs, c'est qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort? Toi, tu étais plus à croire que chacun va où il pense aller. Est-ce que tu penses effectivement qu'on est tripartis et qu'on a une âme qui est une sorte de volonté profonde, qui est notre vrai nous, qui est un peu notre inconscient, et cette chose-là persiste après la mort comme le pensent les anciens Égyptiens ou comme le pensent d'autres courants? Est-ce que tu penses qu'il y a une réincarnation? Est-ce que tu as Alors, envie de penser après, je peux pas trop m'avancer, mais je dirais j'ai la foi dans les traditions parce qu'elles s'appuient sur des expériences centenaires, millénaires. Donc, c'est toujours mieux d'avoir une référence comme ça qu'une recherche d'un individu quelconque à un moment donné, sans référence à des racines qui s'enfoncent dans des expériences multiples avec des milliers de gens, quoi. Ouais. Donc, les traditions qui s'inscrivent, qui ont un passé assez lointain, on transmet un savoir, quoi.
Alors, il y a peut-être des erreurs aussi, mais bon, il y a quand même quelque chose qui peut rester, qui peut nous inspirer. Peut-être quelque chose qui peut donner de la valeur ajoutée. C'est que, peut-être que ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que les gens qui répondent de manière avec des certitudes sur cette question sont globalement à proscrire. Bah, tant mieux s'ils ont des certitudes, si ça les aide à vivre. Oui, mais si c'est pour les imposer aux autres en disant c'est comme ça, c'est un peu bon. Je pense qu'il faut construire ça chaque jour. En fin de compte, c'est ça, c'est dynamique. C'est-à-dire que la question que tu poses, c'est pas une réponse fixe, c'est une réponse dynamique. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, finalement, nous sommes dans un univers où tout est en mouvement. Donc, tout est en mouvement, notre futur, il est dynamique, notre présent, il est dynamique. Ce que l'on pense aujourd'hui, c'est pas ce qu'on pensera peut-être demain. Donc, tu dans un temps T, à un moment donné, tout ça, ça va évoluer, ça va changer. Il ne faut pas s'attacher aux choses. Donc, aujourd'hui, ce que je dis, c'est ça. Demain, je peut-être le dirai d'une autre façon. Toi, ce que tu évolueras aussi, tu changeras peut-être d'idée par rapport à certaines choses. Donc, au fond de compte, on ne peut pas être absolument certain d'un certain nombre de choses. Tout ce qu'on est certain, c'est que ça peut bouger, et tant mieux, parce que c'est comme ça. Et puis, on accepte le fait que les choses peuvent évoluer pour nous. Aujourd'hui, j'ai découvert ça, demain, je vais découvrir autre chose. On se situe dans une dynamique, et l'éphéméride, c'est un petit peu ça, l'idée. C'est qu'au fond, rien n'est vraiment arrêté, et à la fois, tout est quelque part fixé, mais chaque jour, il y a une carte nouvelle qui arrive. Et tu pourrais nous partager si elle te vient la plus grande leçon que la vie t'a apprise? Ça me vient tout de suite à l'idée le fait que ta maman a été malade et que nous sommes trouvés dans des situations assez difficiles. C'est, à la fois, il fallait que je m'occupe de toi, il fallait que je m'occupe de ta mère, et puis il fallait que je m'occupe de moi et de mes cours, etc. Donc c'était une situation qui était assez lourde à porter, mais je m'en suis pas vraiment... Enfin, je m'en suis bien rendu compte un petit peu, mais je veux dire... T'avais pas le temps de t'en rendre compte, peut-être? Je dirais aux gens qui peuvent m'écouter, qui sont dans une situation dramatique, familiale, sociale, ou de santé, comme nous avons pu traverser, et comment surmonter ces situations-là. Eh bien, tout simplement, essayer de faire confiance, malgré tout, malgré que la situation soit complètement, parfois, désespérée, essayer d'avoir un certain détachement par rapport à ses propres émotions et maintenir le cap. Et puis, chaque jour suffisant sa peine, eh bien, on arrive à, enfin, tout du moins pour moi, j'ai réussi, je pense, à surmonter ça jusqu'à présent. De toute façon, à chaque instant, on n'a rien à craindre de particulier. Mais on peut imaginer le pire dans le futur. Mais quand tu es dans l'instant présent et que tu es dans l'action, il est vrai que tu n'as pas le temps de te morfondre. L'inquiétude vient du futur, de la projection que l'on fait dans le futur. Et voilà. Donc là, quand la situation est vraiment difficile, et quand tu dois accomplir des choses, tu n'as plus le temps de vraiment... Enfin, tout du moins pour moi, c'était ça. Je n'avais plus l'occasion de me morfondre parce que j'avais plus le temps, vraiment. J'avais tellement de choses à faire que cela m'occupait en fin de compte. C'était une chance, d'une certaine façon. Eh bien, merci d'avoir fait cette interview. C'était très agréable. Ça aura permis peut-être d'éclairer certains de nos quêteurs sur des expériences que tu as pu avoir et qui sont toujours bonnes à partager pour le gain d'expérience. Est-ce que tu as envie de dire un mot de la fin? Justement, c'est qu'il n'y a pas de fin. Ça va pas se terminer comme ça. La vidéo ne va pas s'arrêter dans quelques minutes, vous allez rester là pour toujours avec nous. Le commencement de quelque chose, plutôt. Alors, mot du début. Bon, on verra demain. Eh bien, à demain. On ne peut pas dire le début avant qu'il ne commence.